Salut, tu es déjà un cueilleur régulier ou alors tu aimerais tout simplement te lancer enfin? Si tu attends le printemps, alors regarde absolument ce qui suit. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la nature ne dort jamais et même en plein hiver, tu peux faire des cueillettes extrêmement intéressantes et vraiment étonnantes. Ça va te faire plaisir et ça va surprendre tes invités. J'ai invité François Couplan, la référence française des plantes sauvages, à une conférence inédite. Dans cette conférence, il va te faire découvrir des plantes très courantes, je suis sûr que tu en croises tous les jours, mais que tu n'as jamais vraiment remarqué. Ces plantes, il va t'expliquer comment les identifier à coup sûr, comment les cueillir en toute sécurité, et surtout, c'est sa passion, c'est notamment pour ça qu'il fait ça, comment les cuisiner. Alors, si tu veux t'y mettre, si tu connais déjà quelques plantes et que tu veux aller plus loin, je te conseille fortement de regarder à la conférence qui suit. C'est une conférence qui a été organisée normalement uniquement pour les membres de la communauté Apprendre, Préparer, Survivre. Mais c'était vraiment une conférence géniale, on a eu une super ambiance et ça me fait tout simplement plaisir de te la partager ici en libre accès sur YouTube. Si tu ne connais pas encore les plantes sauvages et que tu veux découvrir les 5 meilleures plantes sauvages de nos régions, j'ai été écrit un dossier PDF extrêmement complet. Tu peux aller en description de la vidéo pour le télécharger, ce qui va te permettre en fait de te lancer dans la cueillette avec des bases extrêmement solides et de reconnaître les plantes les plus courantes et les plus intéressantes de nos régions. Bonne vidéo. Là, ça fait plaisir de vous retrouver avec François Couplan ce soir. Salut Rémi. Alors, avant de te laisser te présenter François, le but de la soirée, ça va être de présenter les cueillettes d'hiver. Alors la cueillette, évidemment, la meilleure période, c'est le printemps. L'été, c'est c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et l'automne, on a quand même, on va dire, un deuxième petit printemps où ça peut redevenir intéressant. Et l'hiver, c'est souvent considéré comme une période un petit peu morte, comme une pause dans la cueillette, ce qui est vraiment dommage. Évidemment, on n'a pas la même abondance et la même diversité qu'on a au printemps, mais il y a quand même encore pas mal de choses à cueillir, des choses un peu moins connues, mais très intéressantes. Et le but de cette soirée, ça va être avec François, qui a accepté de venir ce soir, de présenter... alors on a fait une sélection de 8 plantes. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les faire, mais en tout cas on a 8 plantes de prévues ce soir, et de vous prouver que c'est possible de cueillir en plein hiver, vous donner envie de le faire, et de vous donner en fait toutes les clés d'identification pour cueillir dès demain ces plantes. La mauvaise saison, c'est l'hiver. Pas quand tu es dans la région méditerranéenne, par C'est exemple, vrai. tu vois. La région méditerranéenne, il commence à pleuvoir, il recommence à pleuvoir en automne. Et puis l'hiver, c'est la saison bénie. Et le début du printemps, effectivement, là, c'est l'explosion. C'est vrai. Mais c'est décalé par rapport aux régions plus nordiques où nous nous trouvons. Effectivement, c'est vrai, il faut le dire. Où là, c'est plus dans le schéma que tu as expliqué tout à l'heure, et d'autant plus à mesure qu'on monte en, en altitude, quoi, tu vois. Je veux dire, quand tu es par exemple en bord de mer, il y a des plantes qu'on trouve toute l'année. En montagne, ouais, c'est clair que quand il y a de la neige, il faut aller creuser pour trouver des plantes dessous. Il y en a toujours, hein, bien sûr. Mais dans la plupart de nos régions océanico-collinéennes, on va dire, hum, l'hiver, il y a moins de plantes. Il y a moins de plantes, c'est vrai. Mais comme on va en discuter, là, il reste quand même vraiment de quoi cueillir et c'est très chouette. Il y a même d'ailleurs quelques plantes qui sont vraiment typiquement hivernales, hein, dont on va parler aussi. Et en fait, plutôt que nous d'imposer une plante, je me dis que c'est un peu plus sympa si c'est vous dans le chat qui en fait mettez votre ordre de préférence. Donc je vous ai mis les plantes avec le nom vulgaire et le nom latin. Donc je vous laisse Oh. choisir les plantes que vous préférez, puis les plantes qui reviennent le plus souvent dans le chat. On va commencer par ça tout simplement. Donc je vous laisse quelques minutes pour regarder, pour choisir. Et avant de commencer concrètement, est-ce que tu veux parler en quelques mots je pense que la grande majorité des gens te connaissent quand même, mais expliquer qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, et Qui en 5 suis minutes parce que ça peut prendre 2 heures. bien qui- Voilà, depuis que je suis tout petit, moi donc je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris, mais ma mère était alpiniste et elle m'emmenait me balader dans les Alpes de Savoie, déjà dès mon plus jeune âge. Et comme elle ne pouvait pas nous emmener gravir les sommets alpins, eh ben, elle emmenait balader ses gamins, ses bambins, dans la montagne à vaches. Et c'est là que j'ai été initié
à la découverte des plantes sauvages et des plantes sauvages comestibles, avec des framboises, des fraises des bois, des noisettes et tout ce qu'on veut, et autres champignons qui à l'époque étaient des plantes d'ailleurs. Maintenant, ce ne sont plus des plantes. Mais donc voilà, ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier, si j'ose employer cette expression. Et depuis, ben, j'ai galopé effectivement, ouais. Quand j'ai eu, quand j'ai eu 12 ans, je me suis rendu compte que la société dans laquelle je vivais me plaisait pas, voilà, qu'elle était pas cohérente surtout. Et j'ai vraiment besoin de cohérence dans ma vie. Et donc, en continuant, ce que me proposait justement la société dans laquelle je vivais, à Paris en l'occurrence, voilà, me convenait pas. Mon père avait fait Saint-Cyr, je devais faire Polytechnique. C'était pas mon truc, j'arrivais pas à comprendre l'intérêt de la chose. Donc, quand j'ai eu 20 ans, je suis parti vivre dans les bois, au fond des bois, aux États-Unis, où j'ai vraiment pris mon pied. Et là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui vivaient un petit peu aussi dans les bois d'ailleurs, et qui m'ont dit, mais attends, tu sais plein de trucs, est-ce que tu pourrais nous apprendre un petit peu, partager tes connaissances avec nous et nous apprendre des choses sur les plantes, et en particulier sur les plantes sauvages comestibles. On vivait dans des festivals et on n'avait pas beaucoup de ressources. Donc, c'était une excellente idée que d'aller explorer autour de nous, partout où on se trouvait, et de récolter ce qu'on pouvait consommer, ne serait-ce que parce que c'était là, à notre disposition, que c'était logique, hein, qu'en plus, on était quand même proche d'une nature. On peut parler de nature aux États-Unis, c'est vrai, il y a une nature qui est très forte, et puis que ça coûtait pas cher par la même occasion. D'une part, en plus que ça pouvait être très bon. Donc voilà, j'ai commencé à donner des cours aux États-Unis. Après, je suis rentré en France dans les années 80. Et là, j'ai parlé un petit peu de ce que je faisais. On m'a proposé de donner des cours. On m'a proposé de publier les livres que j'avais en préparation. Et j'ai continué sur ma lancée du point de vue en ce qui concerne les livres. J'en suis maintenant à mon 124e livre publié, là, qui vient de sortir le 23 octobre. C'est une bande dessinée qui s'appelle À l'ombre du pissenlit. Regardez sur mon site, vous verrez ça. C'est sympa parce que c'est le travail de mémoire d'une de mes anciennes élèves du Collège pratique d'ethnobotanique, la volée CPE 18. Et de son mémoire, elle a fait une superbe bande dessinée publiée chez Terre Vivante. Et c'est vachement sympa. Donc voilà, je continue à aimer écrire. Mon bouquin précédent, c'était L'art de la cueillette, un bouquin sur les propriétés nutritionnelles, vertus nutritionnelles, on peut même dire, des plantes sauvages, qui est paru au Lien qui libère en début d'année. Et voilà, et il y en a des tas d'autres, et j'aime ça. J'aime bien écrire parce que ça me, comment dire, ça me permet de bien poser ce que je pense est mon rapport aux plantes. C'est vachement important. Moi, je vous conseille d'écrire. Si vous voulez apprendre quelque chose, commencez par écrire. Vous verrez que ça vous aidera beaucoup. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les stages, eh bien, ça fait 50 ans que je donne des stages sur les plantes, sur la survie aussi. J'ai créé ce que j'appelle les survies douces. J'emmène les gens dans la nature. On part rien dans les mains, rien dans les poches et pas trop de choses dans le sac à dos. Et on vit pendant une semaine libre. On peut dire en particulier dans les Alpes de Haute-Provence, c'est là où j'ai mon terrain, c'est un des endroits les plus sauvages d'Europe, c'est vraiment très très chouette. Et puis à côté de ça, en 2008, donc il y a 16 ans, j'ai créé le Collège pratique d'ethnobotanique, une formation sur 3 ans, une formation d'ethnobotanique, c'est-à-dire non seulement l'étude des plantes, mais aussi l'étude des rapports entre les plantes, et non seulement les propriétés des plantes, leurs vertus alimentaires, médicinales, les plantes toxiques et tout ça, mais tout ce qui concerne les rapports entre l'homme et les plantes, et en particulier sur l'agriculture, sur notre évolution à nous en tant qu'êtres humains. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mon idée à moi, c'est de donner aux gens les éléments euh, nécessaires pour qu'ils développent leur propre relation avec les plantes, pour leur permettre de mieux se comprendre eux-mêmes et de bien, comment dire, comprendre comment se passe le monde, comment les choses se passent dans le monde dans lequel nous vivons, parce que c'est pour moi la seule façon de pouvoir y agir de façon vraiment efficace et en se libérant des dictates de notre culture qui nous font aller à gauche, aller à droite, et en tout cas pas tout à fait dans une ligne cohérente, justement. Ce qui m'importe vraiment, c'est la cohérence, et notre société, elle est vraiment pas cohérente, et on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et puis là, maintenant, j'ai mis en ligne une formation sur 3 ans, qui est la formation du Collège pratique d'ethnobotanique, 3 ans, euh,
pour, et je vais continuer moi à donner des cours aux personnes qui suivent cette formation parce que j'aime trop rencontrer les gens tout autant que les plantes d'ailleurs, et c'est vraiment chouette. Et ça marche bien, et puis vous pouvez regarder tout ça et plus si affinité, quoi. Super, bah écoute, J'ai mis combien de minutes là? j'ai pas compté. Ah bah Donc on oui, va dire qu'on est dans les temps. oui, c'était le test. Voir si Écoute, j'arrive en 5 minutes. merci beaucoup pour la présentation. Alors, je suis assez étonné du résultat. J'ai bien fait de poser la question parce que clairement, c'est une des plantes que j'aurais mis en dernier. Le, bah, donc, pour ceux qui n'ont pas le chat ou qui ne regardent pas dans le chat, on a la porcelle, la stellaire, l'églantier, le plantain, le panais, la réponse et pardon, il m'en manque deux. On a la bardane, pardon, et l'épicéa. Et en fait, c'est le Oui. plantain qui vient en première position, avec en deuxième position la stellaire. Bah oui, j'avoue que le plantain, en fait, c'est une des premières plantes aussi que j'ai appris. Et du coup, c'est devenu tellement courant dans ma pratique que c'est vraiment pas celle que j'aurais mis en premier. Mais allons. Ça te va, on Mais part sur moi, le plantain? oui, moi je le comprends justement parce que c'est une plante qui est courante, c'est une plante qui est disponible vraiment toute l'année. Alors attention, soyons précis. Justement, dans mes formations, j'insiste là-dessus, et dans ce que je fais avec toi aussi, Rémi, je crois qu'on met l'accent là-dessus, n'est-ce pas? C'est la précision. Donc dire le plantain, vous savez que ça veut rien dire. Il y a plusieurs espèces de plantain, il y a des dizaines d'espèces de plantain, dont 3 sont courantes et sont utilisables et utilisés assez largement. Grand plantain, Plantago major, plantain lancéolé, Plantago lanceolata, et le plantain moyen, Plantago média. Ok. L'espèce la plus connue, je pense, à laquelle on se réfère, et celle que j'ai choisie ici, c'est Plantago major, le grand plantain. Et ce grand plantain présente l'intérêt d'être, bah, de pousser un petit peu partout, C'est quoi, dans une les des plantes les plus endroits où on courantes, je pense, hein. piétine. Il est extraordinaire de Mhm. résistance, hein. Et de résistance non seulement au piétinement, mais également de résistance aux conditions difficiles, quoi, et en particulier au froid. Il a les feuilles un peu coriaces, il faut dire, mais alors il résiste à tout. Il peut geler, ça ne le dérange pas du tout, tu vois. Et puis, c'est vrai qu'on fait des trucs vachement sympas, entre autres pesto de plantain. C'est quand même toujours un super bon plan, quoi. Ce goût de champignon qu'on retrouve dans le pesto de plantain, moi, je peux pas m'en lasser, quoi. Non, mais c'est vrai. Pas tous les stages qu'on fait, on varie. S'il y a un truc qui est excellent, mais alors là, c'est pas pour l'hiver, c'est le pesto de feuilles de plantain et d'inflorescence d'origan. On fait ça à Barème parce que à Barème, on a les 3 plantains d'ailleurs qui poussent côte à côte, et en été, on a de l'origan en fleurs. Et alors, le mélange plantain avec son petit goût de champignon et origan avec son goût extrêmement parfumé puis floral parce qu'on utilise les fleurs, c'est un pur délice. C'est vraiment formidable. Ça, c'est vraiment très bien. Puis c'est très simple à réaliser, hein. Moi, j'aime bien utiliser des noix, les fameuses, euh, les fameuses noix de Rémy, là. Entre autres, il m'avait donné des noix l'année dernière, je crois. Et j'aime beaucoup, je les fais. J'aime particulièrement le pesto aux noix. Je fais très légèrement griller les noix. Ensuite, je mélange avec du gruyère, bien sûr. On est en Suisse, donc il n'est de fromage que de gruyère quand on est en Suisse. Et un petit peu de sel, un petit peu de vinaigre, un petit peu d'ail, des feuilles de plantain très finement ciselées. Je commence par mélanger tout sauf le plantain. Je mélange bien, j'ajoute le plantain et puis je verse l'huile d'olive dans le bol du robot. Comme ça, pas trop, surtout pas. Faut pas que ça devienne trop liquide, quoi. La bonne pâte et quel pied, c'est vraiment très très bien. Tiens, Euh, d'ailleurs, tant qu'on est sur les plantains, pardon, sur les pestos, on en parlait en off juste avant. Est-ce que tu peux oui, dire un mot sur le botulisme? Je pense que c'est une question, oui. enfin une interrogation qui peut revenir chez les personnes qui sont là ce soir. Absolument, absolument. Et je pense que non seulement nous, on en parle depuis très longtemps de ça, mais malheureusement, l'actualité nous a donné raison. Des fois, c'est vraiment triste d'avoir raison. Mais il y a des personnes qui ont été intoxiquées avec des pestos. Alors, pesto d'ail des ours. Le pesto d'ail des ours, c'est très connu, hein, plus que le pesto de plantain. Voilà, on a un petit peu lancé ça il y a combien maintenant? C'était 97, quand je travaillais avec Marc Vera et on a beaucoup insisté sur l'ail des ours parce que c'est facile à reconnaître, c'est bon, etc. Puis depuis, l'ail des ours a explosé, tout le monde s'est mis à cueillir de l'ail des ours et c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Non, c'est pas toujours très bien parce qu'il y a des gens qui font des bêtises. Il y a vraiment des gens qui surcueillent.
de l'ail des ours, et il y a des endroits où les populations sont carrément pas en bon état, on va dire. Voilà. Et donc, pesto d'ail des ours, récemment, donc il y a des gens qui le commercialisent. Pourquoi pas, hein, c'est bien de gagner des sous, hein. Mais euh, il y a des personnes qui sont tombées malades du fait de botulisme. Euh, voilà, c'est principalement dû à pas de chance, hein, parce que le Clostridium botulinum, c'est une petite bestiole qui se développe en milieu anaérobie et à des pH, c'est-à-dire un niveau d'acidité faible. Et donc, pesto, c'est juste idéal pour ça, quoi. C'est juste idéal. Et donc, ce sont les toxines de ce Clostridium qui provoquent la maladie qu'on appelle le botulisme, qui provoque des atteintes nerveuses et des choses qui peuvent être très graves, qui peuvent être irréversibles et qui peuvent même entraîner la mort. Il y a un peu plus longtemps, il y a un peu plus d'un an, il y avait eu à Bordeaux des cas de botulisme du fait de conserve de sardines, cette fois, qui avait entraîné la mort de plusieurs personnes. Ça avait été vraiment carrément grave. Là, le pesto d'ail des ours, à ma connaissance, il n'y a pas eu de mort humaine, mais c'est embêtant quand même, c'est embêtant. Voilà. Alors maintenant, bah, comment ça se fait que la plupart du temps on fait du pesto et puis on n'a pas de problème? Eh ben, c'est tant mieux. Je veux dire, il faut plusieurs mois, a priori plusieurs semaines en tout cas, voire plusieurs mois pour que ça se développe. Donc un pesto frais ou conservé pendant quelques temps, on va dire, au réfrigérateur, ça pose pas de problème. Par contre, si ça dure pendant plusieurs mois, voire davantage, c'est pas une bonne idée. Je sais que nous, quand ça nous arrive qu'on tombe sur un bocal de pesto qu'on a fait et qu'on voit la date, on se dit, oh tiens, on l'avait oublié, celui-là, on le fait cuire. Alors on fait de la soupe de pesto d'ail des ours, soupe de pesto de plantain, soupe de pesto d'ortie ou d'autres trucs comme ça, c'est très bien. À partir du moment où on le fait cuire, a priori, on détruit la toxine botulinique. Donc ça devrait aller. Autre solution, c'est quand vous faites un pesto, de mettre beaucoup de vinaigre pour diminuer le pH suffisamment pour arriver à un pH inférieur à 5. Et donc ça vous donne quelque chose qui est franchement acide. C'est pour ça que dans la lactofermentation, par exemple, on n'a pas de problème de botulisme, a priori. La lactofermentation peut pourrir. C'est d'autres bactéries, ça sent mauvais, on va dire. Ouais, il y a aucun doute, hein. N'est-ce pas? En général, il n'y a aucun doute, non. Mais parfois, ça commence juste un petit peu, puis on peut se poser la question. Bon, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de risque de botulisme normalement dans la lactofermentation. Voilà. Je vous donne tout ça avec évidemment un certain nombre de pincettes parce que c'est jusqu'à meilleure connaissance de la chose. Tant qu'on est, alors ce serait bien de présenter le plantain, donc on va le faire juste après, hein. Mais tant qu'on est là-dessus, on a une question de. Alors déjà, il y a Lucie qui disait j'ai faim quand tu parlais du pesto. Et Isabelle qui dit comment. C'est l'heure, hein. Exactement, comment éliminer les parasites sur le plantain cru. Et donc elle te précise et pour les autres plantes. Et elle te demande s'il faut blanchir les feuilles. La seule solution, ce serait la cuisson. C'est-à-dire au minimum 3 minutes à 60 degrés. Minimum 3 minutes à 60 degrés. Ou 1 minute à 100 degrés. Ça peut se faire. Personnellement, je ne le fais pas. J'estime, à tort ou à raison, peut-être à tort, que à partir du moment où on broie ses feuilles avec du vinaigre, avec de l'huile et tout ça, on a moins de risques que les œufs d'échinocoque se développent en petites larves qui foutraient le bordel. C'est peut-être un vœu pieux. J'en sais rien, j'ai jamais eu de problème. Personne à ma connaissance non plus. Je mange de toute façon assez souvent des salades, même en milieu, même ici dans notre bonne Helvétie profonde, où les renards ici sont chargés à 60% d'échinocoques. Bon, ben voilà, je me fais des salades De et toute façon, puis. il y a une chose à se dire aussi, On c'est que peut pas lire, on pourrait pas le dire publiquement, ça reste entre nous tout ça, hein. bah, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est qu'on parle beaucoup d'échinococos avec les plantes sauvages, et du coup il y a une Oui. peur là-dessus c'est vrai, hein, faut pas le cacher, mais on n'en parle jamais pour tout ce qui est légumes. Quand on achète des Non, salades, c'est vrai, il y a exactement les mêmes risques oui. que sur une plante sauvage. Pourtant, personne se pose une question quand on achète une salade au marché. Ou qu'on récolte une salade dans son jardin, hein. Mm. Parce que là où on est, dans les potagers, dans les coins où on Ah, est, je veux dire,
bah, il y a les renards, puis il y a les chiens aussi. Il y a les chiens, un chien mal vermifugé a beaucoup plus enfin, présente beaucoup plus de risques de transmission des échinocoques à l'homme qu'un renard. Voilà. Et donc, des chiens mal vermifugés, ça manque pas malheureusement. Euh, Oui, c'est vrai. Et la façon la plus habituelle de transmettre ces parasites, d'ailleurs, c'est même pas de consommer les plantes, mais c'est en fait de caresser des chiens qui ont été mal vermifugés, qui se sont léchés le derrière, qui sont léchés le pelage, qui en ont mis un peu partout. On se met des échinocoques des œufs d'échinocoques sur les mains en caressant le chien, ou on se fait lécher par le chien, et on mange sans se laver les mains, parce que les œufs sont libres, ils partiraient, hein. Et donc, c'est la façon la plus habituelle de s'infester euh, à l'échinococose. C'est connu. Gizmo qui te demande est-ce qu'on peut pas juste nettoyer les feuilles à l'eau froide avec du vinaigre d'alcool? Non. J'avoue que j'ai entendu parler de cette technique. En fait, Alors, j'aime pas me prendre la alors, tête. Enfin, je mange les feuilles crues. Enfin, en tout cas, une bonne partie crue. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple. Mais j'ai déjà entendu parler de cette technique. Qu'est-ce que tu en penses? ce que j'en pense, c'est que laver, simplement laver avec de l'eau, c'est certainement une bonne chose, parce que ça va permettre d'éliminer tous les œufs qui seraient à l'état libre. Mais il faut bien comprendre que très rapidement, les œufs d'échinocoque s'incrustent sur les feuilles sans kyste sous une forme de résistance, et que là, tu peux faire ce que tu veux, avec de l'eau de javel, de vinaigre, de n'importe quoi, ou quoi que ce soit, tu ne les élimineras pas, à moins de les soumettre à la chaleur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, au-dessus de 60 degrés, dans au moins 3 minutes. Donc, Ok. ouais. Alors, Donc, une dernière donc, question. Pardon, vas-y. laver, pour résumer, laver c'est bien, mais laver au vinaigre ou à autre chose, c'est pas nécessaire. Surtout pour le plantain, qui est quand même une plante qui est quand même très très près du sol, hein. D'ailleurs, pour le plantain, je recommande fortement de récupérer les jeunes feuilles, parce qu'on peut Oui, vite avoir des feuilles très sales. Céline qui dit quitte du plantain corne de cerf. J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est une variété de plantain? alors, Plantago coronopus, c'est une plante qui pousse surtout au bord de mer, sur les terrains sableux, qui est une plante spontanée, qui est très courante sur le littoral. Toi qui es breton, pourtant, je suis sûr que tu dois connaître ça. Mais je me T'en suis as mis vu. aux plantes en arrivant en Suisse, hein. Donc je suis un breton des terres. Ah, t'es un Euh, breton des terres. C'est vrai que t'es un c'est vrai que breton je des connais terres. très peu le Ouais. littoral. Ah, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Non. Non, parce qu'effectivement, en Bretagne des terres, t'en vois pas, il faut aller sur le littoral. Mais quand tu vas sur le littoral, t'en vois partout, quoi. Ok. Ça a des feuilles ça fait des rosettes très très plates, très aplaties sur le sol, avec des feuilles qui sont très découpées, avec des appendices très nets. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui a été cultivée pendant très longtemps comme plante à salade, comme fourniture de salade, on disait à l'époque, euh, et qui était très appréciée, et qui est complètement oubliée maintenant, aussi bien à l'état sauvage qu'à l'état cultivé. Mais c'est sympa. C'est sympa. Le goût est un petit peu différent. En plus, quand ça pousse sur le littoral, ça a une saveur un peu salée. Il y a les embruns dessus, où ça extrait même du sol, du sel du sol dans le sable. Euh, Très agréable, le plantain corne de cerf, Plantago cornopus, ouais, sympa. Je reviens sur l'échinococose et après, promis, on passe vraiment à enfin, à l'identification du plantain. Il y a deux questions, donc on voit vraiment que ça interagit. Première question, Miss Coco qui te demande et la congélation, et ensuite Laurent qui te demande et laver à l'eau salée. Bah, ça sert à rien. Et même la congélation? Non, parce que ce sont des formes de résistance, il faudrait congeler et puis garder pendant des années. Ok, Les formes de résistance, c'est fait pour résister au gel, hein. C'est fait pour résister au gel, si on veut dire ça bon comme point. ça. Et on va pas faire de biais téléologique en parlant de la façon dont évoluent les organismes, mais en tout cas, les échinocoques ont évolué en étant soumis à des gels même forts et persistants, et ceux qui s'en sont tirés ont été sélectionnés par l'évolution, hein. Donc, Très bon l'eau point. salée, ça Ok. Bah écoute, est-ce qu'on passe à l'identification du plantain? de quelle plante, hein? T'as choisi le plantain major, si je dis pas de bêtises, donc plantain major. Ben voilà, grand plantain, Plantago major, grand, pourquoi? Parce qu'il a des feuilles larges,
vous devez le voir sur une des photos, parce que moi j'ai mis 3 photos de chaque, hein, donc vous devez, il y a possibilité de voir ces 3 photos. Et puis voilà, les feuilles sont assez larges, et puis brusquement rétrécies en pétiole, c'est ce qui distingue cette espèce des autres. Et puis les feuilles sont aplaties en rosette sur le sol, contrairement au plantain lancéolé par exemple qui lui fait des touffes. Mais le plantain dont on parlait tout à l'heure, le plantain corne de cerf, lui il fait aussi des rosettes, il est vraiment étalé, aplati sur le sol. Et donc voilà, je pense que c'est une façon assez simple de le reconnaître. Ensuite on voit les tiges florales qui portent des épis de petites fleurs verdâtres, blanchâtres, qu'on voit pas très bien. Et puis en cette saison, vous verrez plus enfin vous verrez plus de fleurs de toute façon. C'est uniquement les feuilles que vous allez voir. Mais franchement, bon, je pense que tout le monde, tous ceux et celles qui nous écoutent connaissent le grand plantain, je Et suppose. il C'est y a quand même quelque une chose que plante. je trouve assez caractéristique, c'est quand on s'amuse à découper les feuilles ou la tige, il y a des nervures alors là, Oui, qui sont quand même très très résistantes. Et on peut casser la tige et les nervures restent c'est vrai. apparentes. Oui, oui. Et je sais pas si c'est un moyen qui est très distinctif, mais en tout cas je trouve ça assez remarquable sur cette plante. Disons que moi, personnellement, je crois pas qu'on en ait besoin parce que je vois pas franchement avec quoi on pourrait confondre le grand plantain. Avec d'autres plantains Visuellement. peut-être, mais dans ce cas-là, c'est pas grave, on reste sur la même famille, sur le même usage. Alors oui, peut-être, oui, de toute façon, éventuellement avec le plantain, parce que le plantain lancéolé, il a des feuilles plus allongées, hein, et il fait des touffes, les Il est feuilles plus sont haut, plus ouais. dressées, Mhm. tu vois. Tandis que par exemple, qu'est-ce qu'on va dire, le plantain moyen, Plantago média, lui, il fait des belles rosettes, et il a des feuilles très larges aussi, mais, et c'est ça la différence, elles ne sont pas brusquement rétrécies en pétiole, comme le plantain, comme le grand plantain. Donc effectivement, on pourrait confondre plantain moyen et grand plantain, ce qui, comme tu l'as fort justement dit, ne serait pas trop problématique parce que c'est ni une plante toxique, ni une plante menacée, protégée ou quoi que ce soit. Ok, bah Donc écoutez, parfait pour le plantain. J'avoue, oui, je sais pas trop. Ah si, quelque chose, on n'en a pas parlé, mais moi c'est une plante que j'utilise énormément sur mes gamins. Euh, Ils sont tombés, surtout les orties, j'ai pas mal d'orties chez moi. Et mon gamin a 2 ans, il venait me voir, il était papa bobo feuille. Et tout de suite, il savait que bah il y avait une piqûre, il devait aller prendre une feuille, et il reconnaît le plantain. Et maintenant, je lui dis bah non, c'est pas moi qui va, c'est toi qui vas chercher. Alors il me fait oui, voilà. mâcher quand même. Il y a 2 façons, soit on extrait le jus avec les doigts. Moi, je trouve que c'est plus simple de mâcher. Donc je Ah mâche et ouais, je mets le cataplasme et ça fonctionne super bien. ça fonctionne bien pour enlever la douleur de la piqûre ou Mm. pour cicatriser et empêcher que les blessures s'infectent, hein. Il y a carrément des substances qui sont antiseptiques dans le plantain. Donc, ouais, t'as raison, c'est un petit peu le sparadrap de la nature, quoi. Je crois qu'on appelait ça le sparadrap des paysans. En tout cas, il y a un nom, je ne sais Voilà, plus tu dans vois. quelle partie de la France on appelait ça comme ça. Ouais, ouais, c'est Euh, juste. ok, bah écoute, parfait pour le plantain. Je crois que la Ouais, suivante si c'était t'as une question spécifique, on peut passer à une autre plante. non. Ah bah c'est marrant, Lucie disait exactement la même chose dans le chat pour les piqûres. On peut passer à la stellaire si tu veux. Ça, c'est une plante que j'aime beaucoup et qui est très étonnante parmi les plantes d'hiver parce que j'ai constaté qu'elle résistait à des gels de moins 10 degrés. Elle peut, mais carrément se congeler. Et après, si la température se réchauffe, eh bien, elle dégèle et elle continue tranquille. Alors, je ne sais pas si elle pousse beaucoup plus que ça, mais en tout cas, on peut tout à fait la récolter. Elle n'est pas abîmée. Contrairement à certaines plantes, tu as des plantes, putain, elles prennent le gel, tu les vois comme ça, tu les vois toutes crispées, couvertes de petits cristaux blancs, machin comme ça. Et puis après, dès que ça dégèle, bloup, elles tombent, elles s'effondrent et elles sont plus là. Et bien la stellaire, elle est bien comme ça, elle peut se congeler et tout. Ça dégèle, hop, elle continue, fraîche et dispose comme avant. Je trouve ça vachement sympa, moi. Et puis c'est très bon. C'est très bon la stellaire. Alors, stellaire, encore une fois, on a dit précision, n'est-ce pas? Donc là, c'est stellaire moyenne, hein, Stellaria media. Média parce que au milieu de la tige, il y a une petite ligne de poils qui permet de la différencier de toute autre plante d'ailleurs, y compris d'autres stellaires qui pourraient lui ressembler. Et ça, c'est vachement pratique, je Comment trouve. est-ce que tu reconnais à coup sûr une stellaire? Quelles sont les meilleures clés d'identification pour toi? Ah ben, petite plante qui pousse dans les jardins ou dans les bois,
avec des feuilles opposées, assez larges, comme vous le voyez sur la photo, hein, aiguë au sommet, large mais aiguë au sommet, comme ça, voilà. Alors, quand il y a les petites fleurs blanches, évidemment, petites fleurs blanches, à 10 pétales, non, pardon, à 5 pétales divisés à 2, on dirait qu'il y en a 10, mais en fait, il n'y en a que 5. Donc là, c'est vraiment caractéristique. Et puis, quand il n'y a pas les fleurs, bah, c'est pas grave. Donc, l'aspect de la plante, un petit peu en touffe, mais un petit peu, comment je peux dire, un peu pas très haute, elle pousse jamais très haute, et puis elle a tendance à s'étaler sur le sol. Et puis en cas de doute, regardez ces fameux petits poils à la loupe, éventuellement si vous voulez, mais regardez ces petits poils qui sont vraiment distribués en une ligne le long de la tige. Voilà. Mais voilà le côté, comment dire, habitat, le côté aspect avec ces petites feuilles, et puis toujours la stellaire, on peut dire un vert vif, un vert très, très, très clair, un vert printanier, même en hiver, assez pétant, quoi. Voilà, voilà, je crois que c'est la meilleure façon de la reconnaître, hein. Aparté sur les noms latins, j'avoue que j'étais pas du tout fan des noms latins on t'a rencontré, et avec les histoires que racontent les noms latins, tu m'as fait les aimer et les apprécier. Et du coup, effectivement, je sais que ça peut rebuter Ah, des c'est noms vrai, latins, par mais exemple, c'est super intéressant, ça raconte. Convaria, parce que ces petites fleurs ont l'air, ressemblent à des petites étoiles blanches, tu vois. C'est l'aria média, j'ai expliqué média pourquoi. Ça raconte des choses, ça Mm. raconte vraiment des choses sur les plantes, quoi. En général, hein, pas toujours. Parfois, il y a des noms latins qui sont simplement euh, le nom de telle ou telle personne à qui la plante est dédiée. Ça ne nous en dit pas grand-chose, mais quand même, c'est intéressant pour l'histoire de la botanique aussi. Voilà, c'est chouette les noms latins. Euh, Angélique qui demande si on la trouve en région parisienne. Madeleine qui demande si on la trouve en Provence. C'est quoi l'aire de répartition, très grossièrement? Toute l'Europe, toute l'Amérique du Nord et toute l'Asie, quoi. Il Donc y en a c'est- partout de la stellaire, ouais. Stellaire. Et comment est-ce En que tu France, la manges? À Paris, on croule sous la stellaire, quoi. Il y en a de partout. Tu vois, au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, de la stellaire, t'en as. Attends, moi, je suis dans le 5e, rue des Boulangers, à Cardinal-Lemoine. Et ben, je descends de chez moi et je vais récolter ma salade de stellaire, tu vois, là. Juste, elle est protégée de la rue par un petit mur en béton. Et juste de l'autre côté, j'ai un champ de stellaire et de Galine Soga. Tu te rends compte? Alors les gens l'arrachent de temps en temps, mais elle revient de toute façon, donc c'est pas eux qui auront le dessus, hein. Donc de la stellaire, oui, il y en a partout. En Provence, alors oui, il y en a en Provence, mais ça sera plus dans les endroits, vraiment dans les endroits plus frais, quoi. Tu vois, dans la Garrigue, par exemple, ou dans le Maquis. Dans le Maquis, à la limite, pourquoi pas, il y a des endroits frais, mais bon, voilà. Mais dans la Garrigue, non, on trouve pas. Dans la plaine de l'Accro, non, on trouve pas de stellaire. Mais en Provence, ouais, même on en trouve aussi. C'est vraiment très répandu. Et comment tu la consommes? Miam miam, hein, direct, hein, je veux dire. Salade, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, j'ai un bon truc, je peux vous donner un plan rigolo. C'est, je coupe la stellaire assez fin. Parce que, alors attention, une chose qu'il faut préciser, c'est qu'au bout d'un certain temps, et ça peut être le cas en hiver, c'est que les tiges vont devenir ligneuses. Et à ce moment-là, quand les tiges sont ligneuses, C'est un peu bah, moins soit bon. il faut les couper vraiment assez fin, soit il faut cueillir uniquement les petites pousses au sommet. Voilà. Et donc ça, c'est un des inconvénients quand la plante a un petit peu grandi, quoi. Voilà. Mais sinon, un truc que j'aime bien faire, voilà, je mélange la stellaire, euh, je la mets dans de l'eau avec de l'huile d'olive, de l'ail, de l'eau tiède, toujours dans un robot, dans le bol du robot, là. Et puis, je fais tourner. Et ça va donner un liquide. Et pour épaissir ce liquide, je mets des courgettes cuites, par exemple, ou éventuellement des pommes de terre cuites, mais j'aime moins les pommes de terre personnellement. Voilà, quelque chose pour donner un petit peu du goût. Je sale, voilà, j'accommode. Et ça fait une soupe où la plante est crue. J'appelle ça une soupe crue. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment chouette. C'est vraiment léger. Voilà, donc j'aime bien comme ça. Parce que faire cuire la stellaire, j'ai toujours trouvé un petit peu dommage. On peut le faire, hein, évidemment, mais elle contient beaucoup d'eau, donc elle tombe, quoi. Euh, Gizmo te demande si tu conseilles de manger les feuilles et la fleur.
Bon, je veux dire, tu vas pas t'amuser Enlever à les enlever fleurs. les fleurs, il y aurait aucun intérêt à enlever les fleurs, et puis tu vas pas t'amuser non plus à juste récolter les fleurs. Enfin, tu peux, hein, chacun peut faire ce qu'il veut, hein, moi j'ai rien contre. Mais quand la stellaire est en fleurs, je mange les fleurs et les feuilles. Quand la stellaire est pas en fleurs, je mange les feuilles. Et les Compris. jeunes tiges, si elles sont assez tendres. Euh, Parfait pour ça. Églantier? Très bien, l'églantier. Églantier, églantier. Donc, l'églantier, c'est un rosier sauvage, Rosa canina. Les, les roses sauvages, c'est extrêmement compliqué parce que on a des lignées pures, c'est-à-dire des plantes qui se reproduisent par parthénogenèse, c'est-à-dire que les ovules sont fécondés par la plante elle-même, donc ça donne comment dire, des types qui se reproduisent tels qu'en elles-mêmes et tels qu'en eux-mêmes, pardon, et qui sont très différents les uns des autres, les lignées. Donc c'est compliqué de s'y retrouver. Mais Rosa canina, en général, il y a pas de problème, c'est le plus courant. Il y a les sépales sont très découpés, par exemple, les sépales du fruit, quoi. Les De la, sépales? donc, les sépales. J'ai bien une définition. Ah oui. Alors les sépales, c'est la première enveloppe de la fleur. Et chez les églantiers donnent donc des faux fruits qu'on appelle des cynorhodons. Mhm. Cynorhodon, ça veut dire rose de chien. Et à l'extrémité de ces cynorhodons, on voit les sépales. D'accord, compris. Ok. Voilà. Et ces sépales sont très découpés d'une façon un petit peu particulière d'ailleurs. Euh, et ils ont une forme un petit peu allongée, ils sont assez gros. Et on peut, enfin, un des critères pour différencier les différentes espèces, c'est justement d'observer les cynorhodons. Donc ces faux fruits. Alors je m'explique, faux fruits, c'est qu'en fait les véritables fruits, ce sont les petits grains qu'il y a à l'intérieur, ils sont tout entourés de poils à gratter. Ça sont des fruits, ce ne sont pas des graines, ce sont des fruits. Parce qu'il faut bien comprendre que la définition d'un fruit, c'est un ovaire qui est arrivé à maturité, tandis qu'une graine, c'est un ovule qui est arrivé à maturité. Donc, euh, embryologiquement, si on peut dire, et enfin dans le développement de la plante, euh, les, ce sont les ovaires qui vont donner tous ces petits grains entourés de poils à gratter, chacun contenant une graine. Ça s'appelle un akène. Voilà. Donc ce sont des fruits. Et ce qu'on mange, ce qu'on utilise, la partie rouge, charnue, sucrée et riche en vitamine C, dont on va parler, c'est en fait la paroi c'est la, comment dire, le pédoncule, donc la queue de la fleur, le pédoncule, qui s'est développé, euh, euh, qui s'est développé, qui est devenu rouge, charnu, etc. C'est exactement l'inverse de la fraise. Chez la fraise, le pédoncule, il se gonfle, il devient rouge, et il porte les petits grains qui sont des fruits, en fait. Tous les petits grains sur la fraise, ce sont des fruits, et la fraise est aussi un faux fruit, inverse, si l'on peut dire, des cynorhodons, qui sont donc une urne qui renferme des petits fruits. Et ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est la paroi de l'urne. Donc voilà, facile à reconnaître, ça vous savez le faire. Ma mère, elle appelait ça les... L'avantage, c'est que c'est très voyant. Enfin, on voit que ça, Ah, quoi. justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tu disais, ouais, l'hiver, c'est pas la meilleure saison, mais c'est une saison où on a des plantes vraiment particulières qu'on va pas trouver à Mhm. d'autres moments, en particulier en ce qui concerne les cynorhodons. Voilà. C'est vraiment la bonne saison pour les ramasser. On les voit bien, c'est relativement facile à cueillir. Alors, si on veut les manger tels quels, il faut attendre que les gelées soient passées. À ce moment-là, le cynorhodon est mou. Et puis on le prend entre les doigts, comme ça, regardez, geste et comme ça, quick. Et puis on presse et il y a une purée orange qui sort. Et c'est super bon. Bah, ça, d'ailleurs, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que chaque plante est très différente. Enfin, comment dire, il y a quand même des grosses différences entre... Il y a certains églantiers où le signérodon est plus ou moins gros. Je veux dire, alors, Pardon? chaque individu. C'est ça, chaque individu peut être assez différent, en tout cas je trouve, et j'étais des fois très surpris. Et j'en ai un sur mon terrain où il me suffit de le... Donc je le prends dès maintenant alors qu'il n'y a pas encore eu de gelée. Je croque avec, dans les dents, avec les dents juste pour l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, je gratte avec l'ongle
le fruit et du coup le poil à gratter, je connais pas le terme scientifique, et ensuite je mange le faux fruit comme ça directement. Et c'est le seul cynorhodon que j'ai trouvé, enfin en tout cas que j'ai testé, qui peut se manger aussi facilement sans avoir subi de gelée. C'est assez étonnant et Alors, c'est super pratique du coup. alors, il peut y avoir des différences individuelles, c'est sûr. Il y a aussi des différences d'espèces. Il y a en particulier un cynorhodon qui s'appelle, enfin un églantier qui s'appelle Rosa villosa, qui est assez courant en France en général, mais j'en ai trouvé, je me souviens, sur les pentes du Molaison dans le canton de Fribourg. Euh, et il est juste délicieux quand on le mange cru, exactement comme tu viens de l'expliquer. Il est vraiment super bon, tu vois, c'est pas la peine de le faire cuire. Mais celui-ci, contrairement au cynorhodon de Rosa canina qui est très glabre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poils du tout, eh bien, il a des petites Ah bah villosités. c'est celui-ci parce que je dois frotter comme ça pour casser les poils avant. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas des gros poils, c'est des petits trucs, mais je frotte quand même dans ma main pour casser un peu. Oui. Eh Ok. ben, c'est peut-être pas Rosa villosa que tu as. Si tu as Rosa villosa chez toi, t'es chanceux. Ah bah j'ai bien fait de t'inviter, tu vois, j'apprends plein de trucs. Moi, et t'en doutes encore, Rémi, et c'est pas fini, mon vieux, tu sais. On a encore de belles années devant nous de partage et d'échange et Et d'apprentissage ça j'en doute mutuel. pas, ouais. Mais donc c'est possible, ouais, c'est possible. Il y a des grosses différences entre espèces. Il peut y avoir aussi des différences entre, comment dire, euh, entre individus. Justement, c'est pour ça que je te posais la question, tu Tant vois. qu'on y est sur les choses Euh, intéressantes, je sais pas si c'est spécifiquement sur les églantiers, mais il y a des insectes qui pondent à l'intérieur qui font des trucs absolument incroyables. Je trouve que la nature est ouais. vraiment incroyable. Est-ce que tu arriverais à en parler un petit peu? De quoi? Tu veux parler Je du... connais pas le terme technique, mais il y a certains insectes qui pondent dans les feuilles et les feuilles deviennent des boules de poils. Ouais, c'est ce qu'on appelle le bédégar, ça. Le bédégar, donc, c'est une excroissance foliaire, ouais, qui est induite, enfin, dont la croissance est induite par un petit insecte, une petite guêpe, un cynips, un petit peu comme pour les gales du chêne. C'est une gale, mais une gale particulière, quoi. C'est l'insecte qui va, comment dire, introduire dans l'ADN des cellules touchées un programme spécifique, un programme particulier qui va induire le développement de cette excroissance un petit peu bizarre. Et quand on ouvre cette excroissance, ben on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a des œufs qui se transforment en larves et ça va servir de berceau aux petites larves qui en sortiront, etc. Donc c'est rigolo, c'est une sorte de coévolution entre la plante et l'insecte. Je trouve ça absolument fascinant. Olivier Ouais. vient de trouver une photo sur internet, on va l'afficher. Ah ouais, Là, jusqu'à présent, on a parlé de la récolte, on va dire en direct, donc on récolte et on consomme tout de suite. Il y a pas mal de façons d'extraire les cynorhodons pour faire par exemple de la confiture de cynorhodon. c'est long, je suis d'accord. Il faut vraiment y consacrer un après-midi Mm. entier. T'as fait ta récolte, tu fais cuire tes cynorhodons. Donc moi, je les récolte pas quand ils sont mous, justement, comme je disais tout à l'heure, mais pour faire de la confiture ou de la purée. Euh, je les prends quand ils sont durs, parce que c'est plus facile. Ils s'écrasent pas entre les doigts, autrement, t'en mets plein. Et puis, voilà. Je les fais cuire dans un petit fond d'eau. Et puis, euh, ils vont ramollir là à ce moment-là. Et la meilleure méthode que j'ai trouvée, c'est encore celle de les passer à un moulin à légumes, une moulinette, un passe-vite, à grosse grille, qui vont retenir les grains, enfin la plus grande partie des grains, et ensuite de le repasser dans une moulinette plus fine pour retenir le poil à gratter et tout ce genre de trucs. C'est long, j'en conviens. C'est plus rigolo de faire ça à deux. Tu mets de la musique sympa, tu danses dessus en même temps, c'est cool. Et tu te retrouves avec une quantité de purée, pour moi en tout cas, que ensuite, voilà, je vais, comment dire, faire cuire avec du sucre. Mais au final, chaque fois que je fais ça, j'en ai en tout cas pour toute l'année. Donc ça me prend une matinée de cueillette, une petite après-midi de préparation, et j'en ai pour toute l'année, et c'est vraiment super. Et pour le C'est sucre, vraiment. tu fais un temps pour temps. Moi j'en mets un petit peu moins. Moi j'en mets un petit peu moins quand même. Et j'ai jamais eu de problème de conservation.
Et puis, c'est vachement concentré de toute façon. Donc quand j'en ouvre, après je le garde au frigo, mais je l'utilise, je le dilue, quoi. Je le dilue et j'en ai pour longtemps. Je trouve que ça vaut la peine, c'est vraiment sympa. Alors il y a des endroits, je me souviens, c'est en Alsace, mais on en trouve aussi sur certains marchés en Suisse, où on peut acheter de la purée de cynorhodon déjà passée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire la confiture. D'accord, j'ai jamais vu ça. Ouais, juste une chose que je voudrais Mhm. ajouter, c'est que généralement on fait de la confiture sucrée avec les cynorhodons, mais moi j'aime bien faire de la sauce tomate Oui. avec les cynorhodons, tu vois. Je les passe, comme ça on fait ça beaucoup dans nos stages, tu vois, on fait des pizzas de cynorhodon. Donc on passe le cynorhodon, on récupère cette pulpe, donc qui est ni sucrée ni salée, telle quelle, et puis on la mélange avec des oignons, avec de l'huile d'olive, avec des aromates, machin comme ça. Et puis on met sur une pâte à pizza. Souvent on fait une pâte de polenta. Pizza à polenta, c'est bien. Et c'est vachement bon. C'est vachement bon. Et effectivement, c'est vrai que c'est bourré de vitamine C. Il y a à peu près 20 à 50, voire davantage fois plus de vitamine C dans les cynorhodons que dans les oranges. Donc c'est pas mal, quoi. Surtout en C'est même hiver. beaucoup. Enfin, C'est même c'est... beaucoup. Elles Ça arrivent rend pile au service. moment où on en a besoin. Ah, tiens, Karine qui pose une question intéressante. Ah. Euh, qui dit mais la cuisson détruit la vitamine C? Non. Ah, j'étais sûr qu'on allait même la poser. Tu veux Oui, répondre? Karine, tu as raison, Ok. Karine. En partie, vitamine C est principalement sensible à l'oxydation plus qu'à la chaleur. Et il y a tellement de vitamine C dans les cynorhodons que tu n'as pas trop à t'en faire. Tu as plus à te soucier si tu fais ton jus d'orange et choses comme ça. Mais même d'ailleurs, même la vitamine C du jus d'orange, dans le jus d'orange, elle se conserve assez longtemps quand même. Donc, vitamine C, quand il y en a beaucoup, non, il n'y a pas de souci, hein, franchement, ça c'est un petit peu info. Et quand même que je vous dise un truc qui est essentiel, c'est que la meilleure source de vitamine C, à part les cynorhodons ou les acérolas, c'est les feuilles. C'est pas les fruits, hein. Dans les fruits, vous n'avez pas grand-chose comme vitamine C. Les feuilles de tu parles des feuilles de cynorhodon précisément? Non, 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 les feuilles d'ortie, les feuilles de Ah, plantain, les feuilles de d'accord. porcel, toutes les feuilles auxquelles vous pouvez penser. Dans les orties, il y a 8 fois plus de vitamine C que dans les, que dans les agrumes. Donc tu te fais une soupe d'ortie, tu as plus de vitamine C dans une soupe d'ortie que dans un jus d'orange. On va passer sur la porcelle sur la prochaine. En hiver, c'est une de mes plantes favorites. On a fait une fois avec... Si vous allez sur notre chaîne YouTube, ça doit être, je sais plus comment, François Couplan et Keiko, quelque chose comme ça. Sur notre chaîne YouTube, on avait fait, c'est une des toute première vidéo qu'on avait fait avec Keiko il y a longtemps, où on présentait la porcelle. C'était en plein hiver, parce que ça, voilà, ça caillait vraiment. Il peut faire froid sur le plateau suisse, hein. Et c'est une plante qui résiste vraiment à tout, quoi. Elle est très aplatie, vraiment très aplati, comme ça. Tu vois, c'est une sorte de pissenlit à poil complètement aplati, couché sur le sol. Et même s'il fait très froid, même s'il neige, que la neige fond après et tout, elle est là, elle est toujours là. Elle est là pratiquement toute l'année, mais l'hiver, c'est vraiment particulièrement appréciable parce que bah, elle est vraiment présente un petit peu tout le temps. Puis en plus, c'est une super bonne plante. Elle est très très bonne. Elle a une texture croquante. Et elle est velue. Alors, on peut s'inquiéter un petit peu parce qu'on se dit, oh, ça. Non, mais de toute façon, en général, je la fais cuire, hein, celle-là, par contre. C'est vraiment un très, très, très bon légume cuit. Vraiment très bon. Elle reste croquante, elle n'est pas amère du tout, elle a une saveur agréable. Et puis, qu'en dire de plus, je pense que vous la voyez. Tu la vois sur la photo, Rémi, là? Il la voit, Euh, les gens sur la photo? il la voit. Je coupe, tu sais, Ouais. comme les pissenlits, tout au sommet de la racine et je sors toute Mhm. la rosette. Et après, c'est un peu long à nettoyer souvent. Vraiment tellement bon, puis je suis tellement content d'en avoir parce qu'en hiver, là, oui, il n'y a pas grand-chose, hein, quand même. En été, elle donne des tiges qui sont assez minces et ça ressemble à vraiment des pissenlits montés sur tiges. Ça fait des assez gros capitules d'ailleurs, de fleurs uniquement ligulées, jaunes d'or, comme les fleurs de pissenlit. Donc beaucoup de gens s'y retrouvent pas très bien dans toutes ces plantes qui ressemblent aux pissenlits. Voilà, il y a beaucoup de genres et d'espèces différentes. Mais les porcelles, il y a plusieurs porcelles aussi, mais ça c'est Hippocaeris radicata, la porcelle enracinée, qui est velue. Euh, bon, elle n'est pas difficile à identifier en fait. Et surtout, c'est une question d'habitat, c'est vraiment dans les pelouses, quoi. Dans les pelouses ou les prés régulièrement tondus, hein. S'il y a beaucoup de plantes très hautes, elle disparaît. Et puis voilà, c'est là qu'on la trouve. Donc chouette plante, vraiment, vraiment.
Christine qui te demande, la porcelle n'est-elle pas toxique pour les chevaux? Oui, exact, oui. Ah, super intéressant, d'accord. Et Bon. Issel disait, au début je m'en méfiais, c'est toxique pour les chevaux également. Oui, mais comme on n'est pas des chevaux, apparemment, c'est pas toxique pour nous. Et c'est intéressant parce que d'habitude... D'accord, ok, c'est... Je m'étais intéressé à la question, bien sûr. Je me souviens plus exactement du problème de toxicité, mais j'avais lu des études là-dessus, j'avais vu ça, mais je me souviens plus comme ça de tête. La bardane est considérée comme une mauvaise herbe, comme une plante inutile, comme un truc qui sert à rien, comme une plante à arracher. Au mieux, quand elle est en fleurs, ces petits capitules, on peut les lancer dans les cheveux des filles et ce genre de choses, ou sur les habits des garçons. Pour nous, voilà, c'est une plante rigolote ou inutile ou rigolote. Par contre, au Japon, c'est le légume racine numéro un. Légume racine plus utilisé que les carottes. Ça s'appelle gobo. Les gobos, au Japon, on le cultive, on en tire des racines qui ont 1 mètre de long, sans deck, vraiment, 1 mètre de long. C'est long, 1 mètre. Et qui font 4-5 cm d'épaisseur. Vous imaginez un petit peu la profondeur des sols dans laquelle on la cultive, hein, évidemment. Et c'est extrêmement apprécié. On fait toutes sortes de choses. On ne peut pas avoir de cuisine d'hiver sans gobo. Gobo, c'est vraiment le légume d'hiver, enfin l'un des légumes d'hiver. Et vous savez certainement que la cuisine japonaise est extrêmement saisonnière. Les Japonais sont très très sensibles à ce qui pousse à telle et telle saison. Ils iront jamais manger comme nous des tomates en hiver ou des fraises à Noël. Ça, c'est hors de question. Donc voilà, c'est vraiment quand on arrive en automne, Keiko, ma femme qui est cuisinière de cuisine traditionnelle japonaise, elle me dit la bardane pour moi, donc la racine de bardane, pour moi c'est le goût de l'automne. Enfin, on sent qu'on commence à arriver à l'automne, l'hiver, et donc ça se consomme pendant cette saison. Voilà. Euh, alors, il faut bien comprendre comment ça se passe. La bardane, c'est une plante bisannuelle. C'est-à-dire que la première année, la plante va développer ses racines et ses feuilles. Les feuilles vont fabriquer du sucre et vont balancer tous ces sucres. Ces sucres, en l'occurrence, c'est de l'inuline. C'est un sucre qu'on n'arrive pas à décomposer. C'est des chaînes de glucose, mais qu'on n'arrive pas à décomposer avec nos enzymes. Euh, et du coup, cette racine, à la fin de la première année, elle est gorgée de nutriments. Et c'est là qu'il faut la récolter. Parce que, donc, on ne voit que les feuilles. Parce que la seconde année, elle a que 2 ans de vie, la plante. Donc, au début du printemps, elle va aller tirer toutes ses ressources nutritives et elle va développer une tige qui va donner des feuilles le long de la tige, des fleurs qui sont groupées en capitules, ces capitules crochues, là, avec tous ces petits crochets, là, enfin, pas pour, mais enfin, qui lui permettent de s'agripper donc, au poil des animaux. Hein, c'est ce qu'on appelle de la zoochorie. Zoochorie, c'est-à-dire la dissémination par les animaux, par les poils des animaux, et puis les êtres humains étant des animaux un peu différents des autres, mais on dissémine aussi la plante de cette façon-là, quand elle se prend dans nos vêtements et tout. Et donc, c'est ce qui se passe la deuxième année, et après la plante meurt. Donc, la racine, il faut vraiment la récolter pendant la première année, donc en hiver de la première année, quand on n'a que les feuilles, ou parfois les feuilles même un peu rabougries, pour pouvoir s'y repérer. Et après, au début de la seconde année, donc, la hampe florale va se développer, et quand elle est jeune, elle est grosse, elle est épaisse, on peut la couper, on la pèle, et à l'intérieur, c'est du cœur d'artichaut. C'est du cœur d'artichaut en plus fin. Ça, c'est une des choses qui m'a fait me poser la question. Et j'y ai répondu à cette question, mais ça m'a mis du temps. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne consomme plus les plantes sauvages? Tu vois, quand on dit plantes sauvages, oh, c'est parce que c'est toxique, ah, c'est parce que c'est compliqué à ramasser, ah, c'est parce que c'est pas bon. C'est du bullshit, ça. En franglais dans le texte. C'est du bullshit. Et la réalité, je vous l'expliquerai, la réalité, si ça vous intéresse, on pourra en parler après. Mais en tout cas, imaginez une plante qui pousse, une grande tige assez grosse, que vous coupez, que vous pelez et que vous mangez direct, tellement c'est bon.
Je la fais même pas cuire, la tige de bardane. C'est trop bon comme ça, quoi. Donc, c'est facile à identifier. Il y a pas de risque de confusion. C'est facile à récolter. C'est produit en abondance. Il suffit de couper, de peler et de manger quelque chose qui est vachement bon. Donc pourquoi s'en priver? La seule raison pour laquelle on s'en prive, c'est pour des questions socio-historiques, de statut social, parce que les plantes sauvages, c'est des trucs de pauvres, c'est des trucs que les nobles, que les riches ne voulaient pas manger. Ça remonte au Moyen Âge quand même, cette histoire-là. Et c'est resté jusqu'au XXIe siècle. J'allais dire quelque chose de vulgaire, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment profondément, ce genre de choses, quoi. C'est vraiment con. C'est juste con, quoi. Je dis pas, il y a certaines plantes sauvages qui sont un peu plus délicates à ramasser. Je disais, la porcelle, faut la nettoyer, bien sûr. Les orties, ça pique. Les cynorhodons, tu nous disais à quel point tu trouves que c'est compliqué et que ça demande de lire. Ok, d'accord. Voilà, on peut passer au-delà, au-dessus de tout ça, et on le fait et ça vaut la peine, je pense. Mais franchement, alors autant la racine de bardane, là c'est plus compliqué, je suis d'accord. Mais la tige de bardane, fabuleux. Et ça, les Japonais, ils connaissent pas. C'est un truc que j'ai trouvé il y a bien longtemps, ça, et que je mets toujours à profit chaque fois que je peux, parce que c'est trop bon, quoi. J'ai fait découvrir certains restaurateurs, d'ailleurs, qui en ont pas fait grand-chose, finalement, parce que tu peux même pas le transformer tellement c'est bon comme ça, quoi. Tu vois. Il y a la tige de Berce, par exemple, Mhm. qui est un petit peu pareil, quoi. C'est tellement bon, la tige de Berce. Ouf, ils sont violents, tes spots, là. Je me suis pris un spot dans la figure, là. Mais moi, je vous propose vraiment, alors là, pour le moment, on est en hiver, hein. Donc si vous voulez approcher la bardane en hiver, ça va être la racine, c'est sûr. Mais repérez vos spots à bardane, retournez-y au printemps, quand la tige commencera à se développer. Il faut y arriver au bon moment, par contre. Pas trop tard, en tout cas. Trop tôt, ben, ma foi, il n'y a pas grand-chose. Mais trop tard, après, ça devient dur. Ça va finir par devenir amer. Si vous voulez connaître le goût de l'amertume pure, goûtez une feuille de bardane. C'est de l'amertume pure. C'est vraiment amer. C'est juste amer. Pas aromatique comme la racine de gentiane, par exemple, ou l'absinthe. C'est juste amer, point final. C'est assez extraordinaire. Pas inintéressant d'ailleurs. Voilà. Mais c'est chouette la bardane, explorer. Super intéressant. Je t'ai pas du tout entendu, je t'ai laissé continuer. Je trouve ça hyper intéressant de voir que deux cultures peuvent être aussi différentes alors qu'elles disposent du même produit. Je trouve Oui. ça vraiment dingue. Gizmo qui dit on consomme uniquement la racine de bardane, donc Isle a répondu que non, effectivement on consommait la tige, ce que tu as fini par dire François. Les questions que j'allais te poser, comment tu déterres ça? Parce que je déterre tout ce qui est racine d'habitude avec un couteau, mais la bardane ça va... On se met un couteau pour déterrer. Ouais, c'est ce que j'ai dans la main. C'est pas terrible pour la lame, Non, mais non, non, les non. moras ça marche quand même plutôt bien. Mon cher, mon cher Rémi, je te suggère de te munir d'un chausse-pied métallique. C'est ce que je fais, j'ai toujours un chausse-pied dans ma D'accord. poche. Ouais, et c'est la meilleure façon de déterrer. Parce qu'avec ton couteau, non seulement tu flingues ton Ah bon, couteau, on abîme la lame, on est d'accord, mais c'est le couteau qui est dédié à ça. oui. Après, tu peux prendre un démon de pneus aussi, si tu veux, tu vois, par exemple, c'est pas mal. Mais après, si tu te balades avec un démon... Remarque, tu me diras, si tu te balades avec un couteau, il y a des endroits où, tu vois, il vaut mieux avoir un chausse-pied qu'un couteau, hein, parfois, si on te pose des questions. Mais voilà, non seulement tu flingues ton couteau, mais en plus avec le couteau, ce qu'il y a, c'est que moi, tellement souvent ça m'est arrivé, c'est que tu as tendance à un moment toujours à couper À la coupe, racine. ouais. Tu vois. Mhm. Vous voyez qu'avec le chausse-pied, tu peux pas couper, c'est pas coupant, mais tu creuses, tu creuses, tu creuses. Alors c'est du taf, bien sûr, mais bon, on y arrive quoi. Le chausse-pied, je vous conseille le chausse-pied métallique pour les racines. Si on parle de la réponse, tu vois, ça va être ça va être la même chose, ça va être le même outil. Ok. Si on voulait. On a dit qu'on parlait de racines, tu vois. On a dit quoi bardane, panais, réponse, tu vois. C'est des plantes à chausse-pied, ça. Question d'Isabelle qui dit le plantain contient des mucilages, comment en profiter au mieux pour se soigner? Hmm,
Alors, ça dépend ce que tu veux faire. Je veux dire, il y a du mucilage, il y a du tanin en même temps. Donc, quand on a des blessures, par exemple, le mucilage, ça va adoucir les tissus. Le tanin, il va les resserrer. Donc, très bien. Maintenant, si tu veux utiliser du mucilage, par exemple, comme laxatif, là, c'est les graines de plantain qu'il faut utiliser. Tu sais, on récupère les graines de plantain, on les fait tremper dans de l'eau, et puis, ça balaye un petit peu le contenu de Et l'intestin. ce qui est Donc, c'est pour intéressant, ça. si je dis pas de bêtises, c'est que c'est un laxatif qui est mécanique. Et Oui, c'est du ça. coup, il n'y a pas de risque, il y a moins de risques pour la santé qu'avec d'autres types de laxatifs. Les laxatifs à anthraquinone qui stimulent le péristaltisme de façon souvent un peu exagérée. Absolument. Bah, la constipation. Alors, les laxatifs, c'est une façon ponctuelle de travailler sur la constipation, mais une façon qui devrait rester uniquement ponctuelle. Manger que des plantes, j'avoue que c'est comme cool de mettre autre chose avec et d'intégrer les plantes dans un repas avec d'autres éléments. Il y a toujours des choses très sympas à faire. Et Ouais, tu, ouais. tu peux expliquer très rapidement comment faire du sirop de plantain? Alors, il y en a peut-être ce soir qui ont regardé la formation qu'on a fait ensemble sur les plantages Oh, médicinales, non, mais si tu arrives à on a expliquer ça pas une en une minute ou formation. deux. Ouais, ouais. Bah, c'est très simple, hein. On fait une décoction avec les feuilles qu'on hache et qu'on fait bouillir dans l'eau. Ensuite, on filtre. Et puis ensuite, on ajoute du sucre pour faire un sirop en quantité suffisante, plus ou moins selon qu'on veut le garder ou non. Si on veut le garder pendant longtemps, évidemment, ça va être des tonnes de sucre par rapport à de l'eau, ce qui donnera quelque chose de très, comment dire, de très sirupeux, justement, de très compact. Et c'est pour ça que ça va se garder, mais qui sera quand même très sucré, quoi. Mais les sirops en général sont très sucrés, hein. Euh, Et juste une petite précision, c'est pas le sucre qui va soigner l'irritation de la gorge, hein. C'est juste un agent de conservation et puis pour rendre le truc plus agréable. Donc on peut tout à fait faire des gargarismes de feuilles de plantain qui seront tout à fait aussi efficaces, qui coûteront moins cher en sucre et puis qui éviteront Bah, d'ingérer d'ingérer trop de sucre. du sucre. La prochaine, c'était la réponse. Ah, la réponse. Donc, il faut faire attention quand on parle de réponse parce qu'il y a plusieurs plantes qu'on nomme réponse. Là, celle dont j'ai choisi de parler ce soir, c'est Phytoma spicatum. Phytoma, le genre réponse. Et il y a d'autres espèces. Moi, en été, en Valais, je ramasse les petites pousses de Phytoma betonicifolium. Donc, il y a plusieurs espèces de réponses. Ok, ça, c'est les Phytoma. Et puis, il y a également certaines campanules, en particulier Campanula rapinculus, qu'on appelle également réponse. Donc, le nom le plus juste, ça serait campanule réponse. Voilà. Donc ce sont les deux des plantes qui appartiennent à la famille des campanulacées, des plantes qui poussent. euh, enfin, la Phytoma spicatum, la réponse, elle pousse au bord des chemins dans les bois. Elle est assez courante, surtout à l'étage montagnard avec les hêtres. Et toutes ces plantes sont des plantes qui donnent des racines, parce que réponse, ça vient de rapinculus, qui est un diminutif de rapa, et rapa, ça veut dire racine. Rapinculus, ça veut dire la petite racine. Voilà. Donc, toutes ces plantes sont des plantes qui donnent des petites racines charnues et tout à fait comestibles. Voilà. C'est vachement sympa. C'est assez difficile à récolter quand c'est en terrain plat. C'est beaucoup plus facile à récolter quand c'est sur un talus, tu vois, parce on peut creuser beaucoup plus profondément facilement avec toujours notre fameux chausse-pied, hein, métallique. Et, et c'est vachement bon, quoi. C'est juste trop, trop bon. Les racines de toutes ces différentes réponses, c'est un pur délice. C'est vraiment excellent. Ça n'a pas du tout d'amertume, c'est tendre, c'est croquant, ça a un goût de noisette plutôt un petit peu. On les mange crus ou on les fait cuire, on les fait sauter à la poêle par exemple, ou simplement bouillir comme on veut. Super bon. Maintenant, comme le disait Karine, je crois, tout à l'heure, évidemment, quand on récolte une racine, ça tue la plante. Donc, on le fait pour l'expérience, si on veut, dans des endroits où il y en a vraiment beaucoup. Et où on peut les reconnaître aussi parce que, voilà, en général, en hiver, il n'y a plus grand-chose qui marque la présence de la plante. Et,
Et c'est sympa, c'est bon. Et en plus de ça, avec ces réponses, on peut manger les feuilles et les jeunes pousses. Moi, c'est ce que je fais surtout, hein, je mange des racines comme ça que pour faire goûter aux gens, pour leur montrer que c'est rigolo, parce que ça les surprend toujours, et puis c'est vraiment chouette. Mais c'est une par-ci de temps en temps comme ça. Et puis, sinon, les feuilles et les jeunes pousses, là, voilà. S'il y a beaucoup de ces plantes dans la vicinité, on peut y aller, quoi. Et c'est vachement bon aussi. Oh, pardon, dans la vicinité? Dans le secteur. D'accord, je connaissais pas le mot, pardon. Ok. Ah bon? Angélique demande si tu en trouves en région parisienne. Oui, bien sûr, oui. Mhm. Non, mais plutôt dans les forêts de hêtres. Et c'est pas ce qui manque par chez nous. Ouais, non, il y en a. Il y en a. Mais à partir de Paris, j'irais plutôt vers le nord. Autour de Bruxelles, dans la forêt de Soignes, par exemple, il y en a beaucoup. C'est à l'étage montagnard. À Paris, on est un petit peu limite, peut-être. Mais on en trouve parfois. Ok. Euh, Bah écoute, parfait pour ça. T'as une recette particulière à donner avec la réponse? Ou juste... Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Mhm. tellement bon. Les rares fois où j'en fais, moi, ce que j'aime bien, c'est les couper en morceaux et les poêler simplement. Quand on est en survie, par exemple, quand on est dans nos survies et que là, on a vraiment des bonnes raisons de cueillir les plantes parce que on n'a pas le supermarché à côté. D'abord, je vais pas tellement au supermarché, mais voilà, on a besoin de se nourrir et de quelque chose de nutritif. Euh, donc voilà, si j'ai de l'huile d'olive avec moi, un petit fond d'huile d'olive dans la gamelle. Je fais sauter, ça caramélise un petit peu sur les bords et c'est vachement bon. Gizmo qui pose une question intéressante, et je pense que je connais ta réponse, mais je te la pose. Est-ce qu'une serpette serait utile pour la cueillette? Donc là, je pense qu'il pense prendre une poignée et puis couper avec la serpette. Mais je vois un petit risque. Qu'est-ce que t'en penses? Si c'est pour cueillir l'herbe pour les lapins, c'est pas mal. Ouais, mais pour la consommation humaine, il y a quand même le risque de cueillir d'autres plantes avec, et ça fait quand même beaucoup en fait. À moins qu'on fasse un repas pour 10 personnes. Je veux dire, pour une consommation pour 3-4 personnes, ça, à la main, c'est quand même assez rapide. C'est quand même assez rapide et puis comme tu le dis fort justement, c'est nettement plus précis et c'est important d'être précis non seulement quand on veut identifier les plantes mais quand on les récolte, histoire de pas se trouver avec quelques petites feuilles de renoncule au milieu de sa salade quoi. Et Il vaut puis, mieux que ce soit je hein, pense, il vaut mieux je que- repense à l'aigle des ours. L'aigle des Oui. ours, c'est surtout pas le genre de plante où on s'amuse à faire ce genre de choses. J'étais. Ouais, près de chez moi, j'ai de l'aigle des ours, donc j'ai déménagé il y a pas longtemps, j'ai trouvé un endroit à 300 mètres à Oldozo, super content. Par contre, il n'y a pas que de l'aigle des ours, et c'est vraiment, faut vraiment faire attention avec ça. Non non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, je vois pas l'intérêt. Même les ciseaux, moi, j'ai pas. De toute façon, je te dis, à part mon machin dans la poche, là, mon petit Ton chausse-pied. chausse-pied? Sinon, j'utilise, mais ça te fait marrer, hein. Ouais, bah, voilà, j'ai pas de chausse-pied à la maison. Je vais acheter un chausse-pied Mais on l'a uniquement pour acheté avec récolter des Nico, racines. on a acheté spécifiquement deux pour nous, hein, chacun. Spécifique, hein, on n'a pas trop de choses. Mais bref, toujours est-il que non, il vaut mieux. Et puis j'aime bien avoir le rapport avec la plante, tu vois, j'aime bien cueillir avec les doigts, moi personnellement. Je suis pas trop pour la cueillette au couteau, au ciseau, éventuellement avec les orties. C'est vrai que quand j'en ai marre de me faire piquer, je suis content de cueillir les orties avec les ciseaux. Mais je sais que si je fais pas attention, ou je vois avec des élèves, des stagiaires, souvent, quand ils cueillent avec des ciseaux, ben, parfois ils cueillent beaucoup trop loin, donc après il faut reprendre et puis, comment dire, euh, retrier, quoi. Non, c'est mieux de trier, c'est mieux de couper, de récolter les plantes avec la main pour pouvoir cueillir exactement ce qu'on va utiliser et pas Ça plus. m'arrive Comme plusieurs ça. fois de commencer à cueillir une plante, hop, voir autre chose, tiens, c'est intéressant, je regarde ailleurs, je continue à cueillir, et puis au bout d'un moment, je fais, je regarde, ah oui, effectivement, c'était pas la bonne tige. Et il y a le toucher est quand même important, même si on a bien identifié la plante en visuel, le fait de vraiment la toucher pendant la cueillette, ça réassure, on va dire. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, c'est important d'avoir le contact avec la plante, encore une fois. Moi, j'insiste là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure de développer une relation avec la plante. Cette relation, elle commence en fait par tous ses sens, quoi.
par ce qu'on voit, mais également par ce qu'on va toucher, par ce qu'on va sentir, par ce qu'on va goûter, peut-être parfois dans certains cas même ce qu'on va entendre, c'est important aussi. Et puis après des sens, il y en a d'autres, des sens également qui ne sont pas forcément répertoriés là-dedans, mais c'est vraiment important, je trouve, de toucher les plantes, d'avoir ce contact physique avec les plantes. Donc Euh, au maximum les doigts. une dernière question, est-ce que la bave de limace, donc les limaces qui passent sur une feuille, est-ce que la bave peut être dangereux pour la santé? J'avoue que, alors là, cette année, on a eu des limaces dans Super tous les question, sens. ça. Alors J'en ai là, c'est une sur les super pommes, question. j'en ai sur les framboises Ça, c'est surtout. J'essuie à la main comme Moi, ça. moi, j'ai certains de mes élèves qui se sont amusés à manger des limaces crues. Bon, oui, non, mais je sais, il y a des gens parfois Alors moi, j'en bizarres. donne à mes poules de temps en temps, mais j'ai arrêté parce que elles piquent dedans et elles ont plein de bave de limaces sur le bec. Et après, la terre s'accumule sur le bec et ça devient un peu problématique. Mais manger cru les limaces, je vois pas trop l'intérêt. Il connaît quelqu'un qui mange de temps en temps des plantes sauvages un peu toxiques, qu'il intègre dans ses salades pour habituer son corps à manger des plantes toxiques. Donc le nom scientifique, c'est la mitrilisation, si je dis pas de bêtises. Mithridation. Alors C'est là, c'est vraiment un truc que je m'amuserais pas du tout à faire. Mithridate. Mais Mithridate, c'était un roi dans l'Antiquité, du côté du pont Euxin, de la mer Noire, qui s'entraînait effectivement à manger régulièrement des petites doses de poison, puis des doses de plus importantes pour éviter d'être empoisonné. Le seul truc qui est con, c'est qu'en fait, il a été poignardé. puis, si je dis pas de bêtises, il prenait que de l'arsenic, donc enfin bref, ça protégeait que contre de l'arsenic. J'avoue que je vois pas trop l'intérêt. Et je pense On peut dire qu'on voit pas trop l'intérêt, non, et effectivement. puis même, je pense, alors il y a Mais certaines. c'est pas totalement. Alors cela dit, je vais dire, c'est pas totalement. C'est quelque chose qui est revenu un petit peu à la mode hein, dans certaines conceptions. Ça, il y a un peu du travail là-dessus, du travail. J'ai pas vu d'études scientifiques vraiment sérieuses là-dessus, mais en tout cas une tendance à dire, voilà, effectivement, on prend régulièrement un petit peu certaines plantes toxiques, en tout cas, pour stimuler. On va dire les défenses naturelles de l'organisme, si on peut dire, tu vois des petites doses de poison. Ça c'est, oui, ça c'est fait. Entre autres, il y a même la létril qui est de l'acide cyanhydrique, en gros, euh, qu'on a utilisé contre certains cancers, par exemple. Tu vois, donc des substances toxiques qu'on utilise. Ouais, mais c'est comme la digitale, hein, qui peut être utilisée pour tout ce qui est cœur. Par contre, je vais pas m'amuser à C'est pas manger de la faux, digitale. d'ailleurs, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Sauf que là, la digitale, si tu veux, oui, non, ça c'est vrai. Et dans le cas de la laitrile, c'était pareil. Donc, effectivement, c'est un petit peu différent ce que je voulais dire et ce dont on parlait. Hein. C'est plutôt de. Donc, dans la pharmacopée médicinale, certains. Attends, laisse-moi Mhm. me concentrer. C'est pas tellement une question de mitridatisation, donc pour éviter, c'est là où justement il faut faire attention, tu vois. C'est pas tellement pour éviter de s'empoisonner avec des plantes toxiques, ce qui est le principe de de la mitridatisation, mais plutôt pour stimuler l'organisme à réagir et à être mieux portant d'une façon générale et comme je te dis, j'ai pas vu d'études là-dessus, donc je sais pas du tout. Je comprends le principe, mais j'ai pas vu du tout d'études fiables sur la question. Mais c'est ça l'idée, tu vois. L'idée, c'est d'empoisonner un petit peu l'organisme pour qu'il se porte mieux, pas spécialement contre le même type de poison, mais d'une façon générale. Alors, j'avoue que là-dessus, alors je le fais en laissant mes enfants faire leurs expériences dans la nature. Alors, ils trouvent un bâton, ils les mettent dans la bouche, je m'en fous un petit peu. Voilà. Je le fais plutôt dans ce sens-là, plutôt que dans le sens consciemment Ça, prendre c'est des plantes renforcer le toxiques. système immunitaire dans ce cas-là. Mhm. Là, ce que tu dis, et ça me paraît assez logique, on sait bien que les enfants qui... Alors, c'est balancé, il en faut un petit peu, mais pas trop, quoi. Mais on sait que élever les enfants dans un milieu hyper stérile, C'est très c'est pas un bon dangereux. plan. Voilà. Maintenant, on sait aussi que d'élever des enfants dans une pollution intense, comme ça se fait malheureusement dans certains pays, c'est pas un bon plan non plus. Voilà, donc.
Il y a un certain équilibre. Mais là, Euh, c'est par rapport au système immunitaire. Mais dans le cas du poison, ce serait encore un autre ensemble de processus qui me paraît pas forcément très clair. je vais répondre à une question. Alors, je l'ai un petit peu perdu. Ah, pardon. Laurent qui dit dans les orties, il y a souvent des pucerons, c'est pas top à manger. Alors, Alors, pardon? dans les orties, il y a souvent des pucerons, c'est pas top à manger. Euh, Délicieux les pucerons. alors, bah J'adore les justement, il pucerons. y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. Ah bon? J'avoue que cru comme ça, moi, c'est pas trop mon truc, mais cuit, ça me dérange pas. Oh non, Et, cru, c'est très bon, parce que ça a vraiment le goût de la plante. eh ben, Ils extraient le sucre de la plante, ça a vraiment un goût particulier. Après, il faut pas ramasser des pucerons sur de la conite ou sur de la digitale, non. c'est là où je voulais t'amener, c'est que, en fait, les pucerons, du coup, rejettent du sucre. La déjection Oui, des pucerons, donc il y a du sucre dans la déjection des pucerons. Et il y a, c'est les feuilles, il est un peu tard, l'espèce m'échappe, c'est les feuilles d'être de qui sont haie. traditionnellement utilisées. Donc il y a des feuilles d'un certain arbre que les pucerons mangent. Donc les pucerons rejettent du sucre et ensuite on prend ces feuilles et on les met pour faire ce qu'on appelle la boisson des centenaires. C'est quel Ah, le arbre? frêne. Le frêne, Ah, pardon, oui, c'est ah, ça. le frêne. Non, Oui, oui, oui. Alors en été, ça je l'ai vu qu'une fois, mais je l'ai vraiment vu une fois, avec un gros hêtre dans la montagne de Lure. Et là, il y avait plein de pucerons qui avaient, comment je peux dire, bu la sève, mangé la sève de l'arbre, et ils récupèrent les protéines, mais comme il y a beaucoup plus de glucides que de protéines, donc ils excrètent, en fait c'est du caca, hein, du caca de puceron, c'est ce qu'on appelle du miela en fait. C'est du miela. Quand tu manges du miel de sapin, par exemple, c'est du miela. Donc c'est du caca de puceron, hein. Et donc, ça c'est courant, ce truc-là. Mais de le voir au point que la végétation sous ce hêtre était couverte d'une couche épaisse de miela, justement, ça je l'ai vu qu'une seule fois. Et c'est fabuleux. Et c'est ce qu'on faisait, on prenait ces feuilles, justement toutes couvertes de miela, pour les mettre dans de l'eau et laisser fermenter pour donner ce qu'on appelle la frénette, quoi. On le voit aussi sur les érables, par exemple. Sur les érables. Ou sur les voitures qui sont garées sous des arbres, parfois, on voit plein de taches de miel là, tu vois. C'est sucré. C'est sucré. Mais sur les hêtres particulièrement, mais pour qu'il y en ait suffisamment pour faire ça, c'est assez exceptionnel quand même. Filtre d'hydromel en fait. Hmm. Bah écoutez, on va s'arrêter sur ces bonnes paroles. Voilà. Ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'on part d'une plante, on arrive sur des anecdotes et ça remet souvent en cause notre question de pensée. Donc c'est toujours très C'est très l'idée. intéressant de t'avoir, François. C'est l'idée. Mais c'est l'idée de toute ma formation, ça. C'est comprendre le monde, voir, percevoir le monde de façon différente, tout en le comprenant. Là, j'ai expliqué un petit peu des trucs, par exemple, sur la raison pour laquelle on ne consomme plus des plantes sauvages. Bah, quand on se pose la question, on découvre nos façons de penser, d'être, de nous relier à ce qui nous entoure. Et c'est pas toujours optimal, quoi. Je veux dire, on peut faire vachement mieux. Moi, c'est mon but, tu vois. J'aimerais bien qu'on arrive à vivre vachement mieux, changer le monde. Tu sais, tout le monde parle de changer le monde. Évidemment, tout le monde veut changer le monde. Mais moi, je veux changer le monde, mais d'une façon réaliste. Tout simplement parce qu'en comprenant où il y a des dysfonctionnements et en réfléchissant aux raisons de ces dysfonctionnements, bien souvent, on se dit, mais attends, mais c'est con, quoi. Je veux dire, c'est des trucs qui viennent de loin et qui ne nous concernent pas du tout. Tu vois, je veux dire, l'histoire du statut social au Moyen Âge, excuse-moi, c'est pas mon plan, tu vois. Mais attends, c'est parce que mes ancêtres, grands-parents, parents, hein, ça se situe là, eux, ils ont franchi la barrière sociale, ils sont montés, ils venaient de Bretagne aussi, hein, c'était des pauvres paysans bretons, ils sont montés à Paris, euh, ils ont fait leur chemin et tout, etc. Et moi, j'ai pu vivre dans un milieu où j'ai pu me poser ces questions. Donc nous, on a la chance de pouvoir nous poser ces questions et de changer les choses. Vraiment changer les choses. Changer les choses, ça veut dire commencer par changer les choses dans notre vie à nous, dans notre monde à nous. Et après, on pourra aller plus loin et peut-être convaincre Elon Musk et Donald Trump, hein, on ne sait pas. Ouais, soyons ambitieux. Je crois. Bah écoute, merci beaucoup François pour ces paroles. Dans le chat, donc, il y a Lucie qui dit merci à tous les deux, c'était très intéressant. Mm. Laurent qui parle des pucerons sous les tilleuls, j'apprécie de plus en plus cet arbre. Les feuilles tendres, c'est excellent. En termes de mucilage, ça mousse dans la Ouais, bouche, c'est ouais, génial, ça j'adore. ouais, ça remplit la bouche, ouais.
Céline qui dit merci, très intéressant ces échanges, merci beaucoup. Ben écoutez, merci encore François d'être venu. Ce serait très Avec sympa de se plaisir. faire quelque chose au printemps. Faut qu'on en reparle quand on sera en plein dans la cueillette. Merci à tous pour les questions.